Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Un temps d'avance. Ce nouveau volet de notre série documentaire est consacré à la révolution industrielle. Celle-ci, comme vous le savez peut-être, s'est étendue sur près de 200 ans et a permis aux pays occidentaux de devenir progressivement le moteur économique mondial. Nous allons nous intéresser aux hommes qui ont impulsé cette révolution, que ce soit des ouvriers, des ingénieurs, des industriels, aux modes de production qui ont fait son succès, mais encore à la mutation des territoires touchés par l'implantation d'usines. Il apparaît pertinent de diviser en deux temps ce que l'on appelle la révolution industrielle. En effet, la première révolution voit le jour dans les années 1770 en Grande-Bretagne. Elle a pour source d'énergie le charbon et comme innovation principale la célèbre machine à vapeur de James Watt. Celle-ci permettra, entre autres, au chemin de fer de se développer au XIXe siècle. La deuxième prend racine en France dans les années 1880, un peu plus tard que la Grande-Bretagne, car la France avait fait le choix de conserver une économie à dominante agricole. Mais pour s'adapter aux mutations de l'économie mondiale, elle se range à l'industrialisation avec comme source d'énergie l'électricité et comme principale innovation le moteur à explosion qui donnera l'automobile. Pour illustrer cette révolution, nous avons décidé de poser notre caméra en Picardie et plus précisément dans la zone géographique du Vimeu. Située entre deux vallées, celle de la Somme au nord et celle de la Brelle au sud, cet ensemble de communes rurales et maritimes a vu s'implanter dès le XVIIe siècle et se développer au cours des XVIIIe et XIXe siècles des ateliers, puis des usines qui se sont progressivement spécialisées. En effet, les secteurs de la serrurerie à Friville-Escarbotin, de la robinetterie à Oincourt, du coffre-fort à Ambreville, du cadenas à Fressenville y sont devenus les symboles de la France triomphante de la révolution industrielle. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Valery, célèbre surtout pour sa magnifique baie, mais parce que cette commune est l'une des portes d'entrée du Vimeu. Ce territoire, qui fut l'un des plus industriels en France au XIXe siècle, ne présentait aucune source de métaux. C'est ainsi que des bateaux venus d'ailleurs sont arrivés à Saint-Valery afin d'y décharger des matières premières comme le fer pour les travailler ensuite dans les ateliers et les usines. Le succès de l'industrialisation en Europe au XIXe siècle est dû aux deux grands modes de production qui lui sont identifiés. En effet, deux théoriciens et ingénieurs ont pensé et bâti l'industrialisation. Le premier, Frederick Winslow Taylor, applique les principes et les méthodes du taylorisme, ce que l'on appelle communément l'organisation scientifique du travail à partir des années 1880. Celui-ci repose sur la stricte séparation entre la conception des tâches par les ingénieurs et leur exécution par les ouvriers. Le deuxième, Henry Ford, au début du XXe siècle, ajoute de nouvelles méthodes de production, c'est le Fordisme. Celui-ci repose sur trois principes. La spécialisation des tâches, autrement dit un ouvrier qui répète son travail inlassablement, l'apparition de lignes de montage pour que le travail vienne à l'ouvrier, appelé le travail à la chaîne, et la standardisation permettant de produire en grande série à l'aide de pièces interchangeables. Ford met en application ces principes nouveaux dans ses usines automobiles de Détroit aux États-Unis, où l'on produit la célèbre Ford T. Il ajoute également l'augmentation du salaire de ses ouvriers, 5 $ par jour contre 2 à 3 auparavant, afin de stimuler la demande de biens et donc d'augmenter la consommation. Ainsi, les ouvriers de Ford achètent les voitures qu'ils produisent eux-mêmes. Mais attention, ajoutons aussi que cette augmentation des salaires avait pour but principal de lutter contre la démission des ouvriers, devenue de plus en plus élevée avec l'apparition du travail à la chaîne qui rendait leurs conditions encore plus difficiles qu'auparavant. Cette critique des nouvelles méthodes de travail aliénantes est visible dans le film Les temps modernes de Charlie Chaplin réalisé en 1936. Néanmoins, les résultats économiques sont sans précédent et peuvent se résumer ainsi. Hausse de la productivité, diminution des prix, augmentation de la consommation, quasi plein emploi. Ce cercle vertueux permet une période de croissance économique globale de 1850 aux années 1920. Nous sommes ici devant la façade style hall de gare de l'usine Imbert-Macquénéen. Ces deux noms représentent à eux seuls le succès de la serrurerie du Vimeu durant la révolution industrielle. C'est en 1861 qu'Eugène Imbert s'associe à son beau-frère Eugène Macquénéen afin de créer une usine de serrurerie.
Celle-ci prospère jusque dans les années 1940, jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Alfred Bricard, l'un des grands noms de la serrurerie française. Mais avant d'étudier ce qui a fait le succès des usines au 19e et 20e siècle, il faut revenir aux boutiques du 17e. En effet, de simples ateliers adossés à la maison de l'artisan permettaient de fabriquer des produits manufacturés en petite quantité. Toute la famille y participait car tous ses membres, féminins ou masculins, apprenaient dès le plus jeune âge à fabriquer des objets. Ces boutiques sont le symbole de la proto-industrie, c'est-à-dire d'une fabrication rurale, domestique et saisonnière pour des marchés extérieurs à la région de production. Ce qui est le cas pour le Vimeux, puisque les clients des serrures, des cadenas, des coffres-forts sont pour la plupart parisiens. Ainsi, face à l'augmentation de la demande, les boutiques du Vimeux s'agrandissent progressivement en surface, en productivité, en travailleurs et donnent naissance aux industries du 19e siècle. Nous sommes ici dans l'ancienne usine Humbert-Macquénéen qui est aujourd'hui une friche. Mais imaginons-nous un instant au 19e siècle. Vous entendez peut-être les machines résonner auxquelles sont affairés les ouvriers, les contremaîtres donnant leurs directives, les commandes s'accumulant. Des hommes, des femmes et des enfants y travaillent et ont des tâches bien spécifiques. Des machines qui permettent une fabrication en série grâce à l'introduction de la fonte malléable qui remplace la forge. En bref, ici les principes du fordisme et du taylorisme y sont appliqués. Les serrures qui sortaient de l'usine Humbert-Macquénéen, comme tous les matériaux de base nécessaires pour leur fabrication, étaient transportés grâce au chemin de fer. C'est réellement ce moyen de communication qui a permis de désenclaver la région du Vimeux et de la mettre en relation avec la région parisienne. C'est au XIXe siècle que l'on voit apparaître un véritable capitalisme financier. Celui-ci va permettre à la révolution industrielle de gagner en intensité. En effet, les industriels ont besoin d'un capital de plus en plus conséquent pour développer leurs infrastructures et leurs activités. Le patrimoine familial, si vital au début de l'aventure industrielle, ne suffit plus. C'est dans ce contexte qu'une multitude de banques naissent et prospèrent. C'est le cas de la Société Générale en 1864, du Crédit Lyonnais en 1880. Ces banques prêtent de grandes sommes d'argent contre des intérêts. Aussi, à cette époque, le fondateur ouvre de plus en plus le capital de son entreprise à des investisseurs extérieurs qui deviennent de véritables actionnaires. Ainsi, une entreprise familiale devient une véritable société anonyme cotée en bourse. C'est la Grande-Bretagne qui se révèle être le moteur du dynamisme industriel, financier et économique du XIXe siècle. Nous pouvons avancer à cet effet 4 éléments. Tout d'abord, la Grande-Bretagne est le point de départ de la première industrialisation à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, les Anglais sont ceux qui impulsent le boom industriel mondial. Celui-ci est symbolisé par l'effervescence des bassins industriels de Manchester, de Liverpool, de Londres. Ensuite, la livre sterling devient à cette époque la monnaie de référence dans le domaine du commerce à l'international. Puis n'oublions pas que la Grande-Bretagne dispose au XIXe siècle d'un vaste et puissant empire colonial. En effet, il est fort de 34 millions de kilomètres carrés, de 400 millions d'habitants et de ressources rares telles des plantations, des minerais. Enfin, des théoriciens anglais comme Richard Cobden théorisent la doctrine économique du libre-échange et alimentent ainsi l'idée de mondialisation moderne. Les Anglais exportent leurs produits manufacturés, des produits auxquels on a ajouté de la plus-value, et deviennent ainsi les maîtres du commerce mondial au XIXe siècle. La société française, entrant dans l'âge industriel, se transforme considérablement. En effet, pendant qu'une certaine partie de sa population décline, une autre prend son envol. À partir du XIXe siècle, l'aristocratie souffre considérablement puisqu'elle n'a pas su s'adapter aux mutations économiques et continue à vivre dans une certaine idée de la société plutôt passéiste. Ses revenus, essentiellement alimentés par ses propriétés agricoles, sont en chute libre face à l'industrialisation. Prenons à cet effet l'image d'un aristocrate voyant les fuites s'accumuler dans son château et n'ayant plus les ressources nécessaires afin de les réparer. De même, la paysannerie est aussi en déclin au XIXe siècle, relatif car l'agriculture est encore l'un des piliers économiques de la France. C'est surtout la petite paysannerie qui souffre dans les campagnes et est obligée de partir vers la ville afin de trouver un emploi. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. Pendant ce temps, la bourgeoisie triomphe véritablement grâce à l'industrialisation et au capitalisme.
Ce sont des bourgeois, en quête de reconnaissance sociale, qui deviennent les patrons des usines, les négociants, les banquiers. Bref, ils disposent ainsi de l'ensemble des ressources économiques de cette époque, mais également ils deviennent les fameux notables du coin. Par exemple, ils peuvent jouer un rôle politique en étant maires ou même députés sous la Troisième République. Aussi, les industriels se démarquent par leur mode de vie bien spécifique et qui affirment leur identité. Nous nous trouvons de nouveau à Friville-Escarbotin devant l'ancienne villa de l'industriel Humbert de l'usine Humbert-Macquénéen qui ne se trouve pas très loin d'ici et que nous avons vu précédemment. Regardez cette maison de maître, constituée de matériaux locaux comme la brique et la pierre calcaire, qui peut s'apparenter à un véritable château moderne, à l'image d'un aristocrate possédant sa demeure depuis des générations. Ici, nous sommes véritablement dans l'objectif pour l'industriel de montrer sa puissance. Maintenant, je vous invite à me suivre dans cette ancienne villa rénovée, mais n'ayant pas perdu l'identité de son premier propriétaire. Venez. Regardez ces magnifiques pièces qui témoignent du raffinement et de l'opulence du propriétaire de l'époque. Aussi, n'oublions pas l'émergence et l'envol de la classe ouvrière qui marque le nouveau paysage social de masse de la France. Les ouvriers s'affirment et prennent conscience d'appartenir à une seule et même classe de travailleurs. C'est ce que l'on appelle le prolétariat. Celui-ci marque le paysage urbain, les corons du Nord, politique, idéologie autour du communisme et du socialisme, culturel, culture de masse avec le cinéma, la presse à grand tirage. Même si elle profite de l'industrialisation, la classe ouvrière vit dans des conditions parfois dantesques. Salaire minime par rapport aux efforts engagés dans le travail, journée de labeur de 10 à 14 heures. Nous nous trouvons ici à Fressenneville, dans l'ancienne cité ouvrière de l'entreprise Riquier. En effet, le patron de l'usine, souhaitant avoir à proximité ses ouvriers, fait construire des logements où les travailleurs pourraient y vivre dans des conditions décentes. De plus, il y fait également bâtir, non loin d'ici, des commerces, une bibliothèque, un parc. C'est ce que l'on appelle une cité ouvrière, symbole du paternalisme industriel. Enfin, il faut ajouter ici l'une des particularités de cette rue ouvrière, c'est la présence de maisons hautes qui bordent celle-ci, où logent les contremaîtres, c'est-à-dire les chefs d'atelier. Il s'agit ici d'un contrôle supplémentaire fait par la direction des ouvriers et de leurs mœurs. Mais paradoxalement, c'est au XIXe siècle que des réformes sont entreprises par les différents gouvernements français afin d'améliorer les conditions de travail des ouvriers et renforcer leurs droits. En voici quelques exemples. 1841, interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans. 1868, création de caisses d'assurance sur la vie et contre les accidents du travail. 1884, le syndicalisme devient légal en France. Mais le plus symbolique et l'un des plus importants acquis à cette époque est sans doute le droit de grève de 1864. À partir de ce moment, les ouvriers peuvent faire entendre leurs revendications puisque la grève est tolérée par le pouvoir. L'une des plus célèbres a lieu le 1er mai 1906. En effet, ce jour-là, à Paris mais aussi en province, une grève générale est décrétée afin d'obtenir la journée de travail limitée à 8 heures. Elle est organisée par le plus important syndicat de l'époque, la CGT. Très vite, la tension monte entre les manifestants et les policiers à Paris, des heurts éclatent et 800 personnes sont arrêtées. Nous pouvons également citer dans ce même contexte de l'année 1906, la grève qui a éclaté en avril à Fressenneville dans le Vimeux. Nous sommes à la fin du mois de mars. Les patrons de l'usine de serrurerie Riquier de Fressenneville renvoient 2 ouvriers, messieurs Hurtel et Depoilly, sous le prétexte que le premier ne fait rien et que le deuxième est payé bien trop cher pour ce qu'il fait. En désaccord avec cette décision des patrons Riquier, leurs ouvriers se mobilisent et manifestent dans le village de Fressenneville le lundi 2 avril. De nombreux syndicalistes font entendre leur voix et on aperçoit même des drapeaux rouges qui sont brandis dans les rues du village. La manifestation dégénère rapidement dans la journée. Les ouvriers en colère se rendent devant les villas des patrons, ces derniers ayant pris la fuite pour demander des renforts de police. Les travailleurs saccagent le mobilier et brûlent même l'une d'entre elles.
À 17 h, des soldats d'infanterie arrivent enfin et ne peuvent que constater les dégâts. Cette violente manifestation qui a fait grand bruit dans la région symbolise à elle seule les tensions ambiantes et récurrentes entre le patronat et le prolétariat. Mais ce ne sont pas les manifestations ouvrières en France qui vont ébranler définitivement le système capitaliste né de l'industrialisation, mais plutôt un événement outre-Atlantique. En effet, le 24 octobre 1929, c'est un coup de tonnerre qui s'abat sur l'économie américaine. Ce jour-là, la bourse de Wall Street à New York s'effondre. C'est le fameux jeudi noir. À partir de ce moment, les banques font faillite ainsi que les entreprises. Le chômage augmente brutalement. Cette crise économique américaine se répand très vite à l'ensemble des économies développées du monde, comme en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, dès le début des années 30. La France est touchée plus tardivement du fait d'une agriculture encore très importante et d'un empire colonial qui lui permet d'avoir d'autres débouchés commerciaux. Le Vimeux est lui peu touché directement par cette crise, car on y trouve un capitalisme familial. Les patrons connaissent leurs ouvriers et rechignent véritablement à les virer. Ils préfèrent d'ailleurs parfois baisser leurs propres revenus afin de conserver l'ensemble des salariés et atténuer une relative baisse des recettes de l'usine. Cette crise favorise ensuite la mise en place de politiques économiques protectionnistes en Europe. Par exemple, l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini optent pour une augmentation des droits de douane afin de protéger leur marché national. Le dialogue politique et les échanges économiques sont entravés, voire même rompus, entre les plus grandes puissances du monde. Ainsi, cela marque un coup d'arrêt et une remise en question plus profonde de l'industrialisation et du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Comme nous l'avons vu, l'industrialisation est un phénomène mondial qui s'est construit progressivement à travers les siècles. Des hommes et des sociétés se sont enrichis grâce à elle, mais ont aussi péri à cause d'elle. Toujours est-il que l'âge industriel a façonné avec plus ou moins d'intensité le système économique et social des États d'aujourd'hui. Même si le secteur des services est devenu prépondérant au cours du XXe siècle dans les pays développés, n'en reste pas moins que celui de l'industrie y est encore important et est même privilégié dans les pays en développement. Aujourd'hui, dans le contexte de la crise économique remettant en cause le capitalisme industriel, des régions comme le Vimeux souffrent et en oublient leur passé industriel. Pourtant, des hommes, des femmes et des enfants y ont mené une révolution et ont façonné une histoire si singulière et si prestigieuse.